Vous m'avez envoyé l'article de Brut et les vidéos concernant mon ex qui est de nouveau en garde à vue pour violence conjugale. Vous faites les étonnés, genre « Ah, mais t'as vu quoi il retourne en garde à vue !» Si j'ai porté plainte et que j'ai accepté d'enquiller une enquête aussi lourde, des menaces de mort, de viol par message, etc., c'était pas pour une petite histoire privée, c'était parce que je savais que ça allait se reproduire à l'avenir parce qu'il est comme ça. Je m'appelle Marie Truchot, j'ai 33 ans. Je suis sortie avec un rappeur qui s'appelle Moi la Squale et j'ai porté plainte contre lui en 2020 suite à des violences physiques subies. J'ai gagné mon procès contre lui en 2024 après 4 ans d'enquête. Je l'avais rencontré parce que c'était mon voisin. C'était une relation amoureuse, somme toute assez classique au début, qui a assez vite dégénéré au bout de quelques mois avec beaucoup de contrôle, beaucoup de jalousie, de la paranoïa et puis petit à petit des violences physiques qui sont apparues. Les premiers red flags que j'ai pu remarquer, c'était beaucoup de contrôle sur ma vie quotidienne, sur mes relations, mes fréquentations, même au travail, de fouiller mon portable la nuit pendant que je dormais. Et puis en fait, c'est allé de pire en pire, puisqu'après il me suivait carrément dans la rue pour être sûr que je lui mentais pas sur les endroits dans lesquels je me rendais. Il envoyait des messages à certains de mes anciens amis pour savoir si j'avais pas eu de relation intime avec eux. Enfin, tout était sujet à suspicion. Et en fait, ça ne s'arrêtait jamais, ça ne faisait que empirer. Typiquement, les fois où il me suivait pour être sûr que je me rendais bien aux endroits où je lui avais dit que je me rendais. Le fait de prendre mon téléphone la nuit sous mon oreiller parfois pendant que je dormais. Le fait de me donner un horaire pour rentrer du travail. Et si c'était dépassé de 3 minutes, il y avait forcément eu quelque chose qui empêchait, donc qui pouvait déclencher une crise, des violences, des insultes. Le fait de checker tous mes tickets de caisse aussi. Parce que si jamais je travaillais dans le 10e et que j'avais un ticket de caisse du 8e, c'est forcément que je l'avais trompé. Voilà, c'était du contrôle permanent sur tous mes faits et gestes en fait. Donc c'est allé beaucoup plus loin après puisqu'il y a eu des violences, des gifles, des étranglements à la main avec des câbles de téléphone, parfois avec des oreillers, des insultes, des menaces de mort. Enfin ça a été assez loin quand même, des fois où j'ai pu avoir peur pour ma vie. Pour décrire un petit peu l'évolution de la relation, les 6 premiers mois, je dirais que c'était une relation amoureuse assez classique avec quelqu'un d'un peu insécure. Donc moi, je pensais qu'en rassurant la personne, ça allait simplement apaiser les choses. Et puis en fait, plus je rassurais, plus il y avait plus ça prenait de l'ampleur en fait, plus il y avait de contrôle et plus c'était envahissant et moins j'avais de liberté de vie normale. Il n'y avait aucune confiance en fait mutuelle. C'était 6 mois de relation à rassurer, puis les 6 d'après avec du contrôle de plus en plus envahissant et les premières violences. Et la dernière année, c'était des violences quasi quotidiennes, quoi. Alors j'ai essayé de le quitter plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, j'ai changé d'appartement, j'ai été dormir chez une amie, j'ai vraiment essayé plusieurs fois de partir. Mais le vrai déclic, il a eu lieu quand il s'en est pris à un membre de ma famille, à ma petite cousine, qui était sous ma responsabilité pendant des vacances d'été qu'on partageait avec lui. Et là, en fait, ça ne me touchait plus seulement moi, ça touchait quelqu'un à qui je tenais. Et elle a été agressée pendant ces vacances à cause de moi parce que je l'avais mise en contact avec cette personne. Et là, j'ai pas pu revenir ou faire quoi que ce soit. J'avais l'impression que tant que ça me touchait moi, j'y arriverais, je pouvais gérer entre guillemets ou que ce serait ça concernait que moi. Mais quand ça a touché ma cousine, là je me suis sentie complètement responsable de ça en fait. La rupture, elle a été assez difficile. Déjà parce que moi je culpabilisais beaucoup de rompre avec lui. Il y avait beaucoup de culpabilisation dans cette histoire parce que forcément de son histoire et de sa vie, il avait vécu des choses qui étaient difficiles et il me faisait
En gros, dire que si je le quittais à cette étape-là de sa vie, il perdrait tout parce que j'étais plus là pour le soutenir. Sauf que bien sûr, c'était faux. Il y avait plein de choses qu'il avait réalisées tout seul, il gagnait sa vie, voilà, donc il était tout à fait capable de s'en sortir. Mais moi, il m'avait mis dans la tête que sans moi, en fait, il se retrouverait à la rue. Donc il y avait une grosse part de culpabilité. Et quand je l'ai dépassé parce que voilà, il s'en est pris à ma cousine, il a fallu faire intervenir ma famille et des personnes extérieures, donc la police, la gardienne de mon immeuble à l'époque, voilà, pour qu'il s'en aille enfin pour de bon. Donc ça n'a pas été simple, en tout cas toute seule, je ne pouvais pas le faire. Et les mois après ont été un peu étranges parce que j'avais un côté de moi qui était tellement soulagée d'être libérée de ce contrôle permanent des violences, de vivre dans une surveillance. Enfin voilà, je dormais même pas profondément parce qu'au moindre bruit, il pouvait se passer une violence ou quelque chose. Donc j'étais en état de vigilance extrême permanent. Là, pour la première fois de ma vie, je n'avais plus à être en vigilance. Et donc c'était un soulagement. Mais d'un autre côté, j'avais plus personne pour me dire quoi faire ou me contrôler ou quoi que ce soit. Et c'était un énorme vide. Et surtout, il y avait beaucoup d'incompréhension de comment j'avais fait pour me retrouver dans cette situation-là, comment ça s'était doucement inséré dans mon quotidien sans que je me rende compte à quel point c'était grave. Les réalisations, elles ont pris du temps. Ça a été long et il y avait autant une part de soulagement qu'une part de culpabilité de m'être retrouvée là-dedans et de vide. En fait, quand j'ai rencontré Maura, il était étudiant au cours Florent parce qu'il avait été repéré dans un court-métrage, mais il venait d'un milieu qui était très défavorisé, où il faisait des petits jobs pour s'en sortir. Il avait déjà eu une condamnation pour avoir vendu du shit. Enfin voilà, c'était pas, il venait pas d'un milieu sans problème, super aisé, dans lequel il était à l'aise. Et moi, j'arrivais d'un milieu qui n'était pas non plus super méga aisé, mais en tout cas qui était modeste plus et j'avais pas les problèmes en tout cas qu'il avait. Moi, j'avais toujours eu à manger chez moi, j'avais eu mes deux parents qui n'étaient pas séparés, donc un milieu privilégié. Et mis côte à côte, c'est sûr que c'était le jour et la nuit. Et très très vite, moi, je l'ai aidé. J'avais un travail stable, j'étais déjà styliste à l'époque, voilà. Et donc, je mettais de mon argent pour nous deux, pour l'appartement, pour les courses, pour aussi payer des sessions de studio pour qu'il puisse enregistrer, tout ça. Et donc, il m'a vite fait sentir qu'en gros, si j'arrêtais là maintenant, je le condamnais à ne pas s'en sortir. Et pendant longtemps, j'ai continué de faire ça et il a effectivement eu la carrière qu'on lui a connue. Mais ça continuait encore la culpabilité alors que lui gagnait sa vie et avait les solutions pour vivre très bien. Je pense que j'ai totalement eu ce syndrome de la sauveuse. Je pense qu'avec le recul, ça me faisait du bien de me voir dans cette posture de fille qui fait du bien aux gens et qui aide et qui peut être utile. Peut-être plus de bien à moi qu'à lui, au final. Et je suis tombée dans ce truc il faut absolument que je l'aide et il faut absolument que je m'en sorte avec lui, voilà. Alors qu'en vérité, ça nous tirait tous les deux vers le bas. Enfin, cette situation de... Lui, ça lui créait une dépendance, forcément. Et moi, je donnais et donnais et donnais, et il y avait ce truc qui ne sortait jamais. Enfin, on sortait jamais de ce cercle, en fait. Même quand il y avait les violences, j'étais persuadée que, on arriverait quand même à l'apaiser, à lui donner un cadre de vie et une stabilité sur la santé mentale. Parce que, oui, il y avait sa santé physique et le fait qu'il puisse gagner sa vie correctement, mais il y avait tout l'aspect mental et de stabilité de santé mentale après. Et j'étais persuadée qu'on arriverait aussi à soigner, entre guillemets, ça et à le fixer. Ce qui était une erreur de ma part, puisque seule, sans professionnel, sans quoi que ce soit, c'est absolument impossible de faire ce travail. Quand le procès est arrivé, ça faisait déjà 4 ans qu'on était en enquête, donc c'était très long. Il y avait eu plusieurs étapes avec plusieurs épreuves, dont les expertises psychologiques qui ont lieu aussi pour les victimes, et pas seulement pour
pour l'accuser. C'était très difficile de se présenter au procès et de le revoir puisque j'avais coupé tout contact avec lui lors de ma rupture et de voir que dans sa tête, en tout cas, il n'avait rien fait et que rien n'avait changé. En fait, il n'avait aucun regret d'avoir fait ce qu'il avait fait. Il niait même son implication dans les violences. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui espérait quand même qu'il ait eu un peu de recul sur la situation et qu'il ait pu reconnaître qu'il avait fait du mal. Ça ne s'est pas passé, donc j'ai pas regretté au final d'avoir porté plainte et d'être allée jusqu'au bout. Alors quand j'ai vu qu'il avait récidivé alors que ça faisait moins d'1 an qu'il était sorti de prison, ça ne m'a pas étonnée. Bon, vous m'avez envoyé l'article de Brut et les vidéos concernant mon ex qui est de nouveau en garde à vue pour violence conjugale. Je me sens un petit peu obligée de réagir pour plusieurs raisons. Déjà, vous faites les étonnés, genre « Ah, mais t'as vu quoi il retourne en garde à vue ?» Comme si vous pensiez qu'en fait, on avait été 6 personnes à porter plainte et à enquiller une enquête de 4 ans pour une petite histoire privée de dispute. Si j'ai porté plainte et que j'ai accepté d'enquiller une enquête aussi lourde, des menaces de mort, de viol par message, etc., c'était pas pour une petite histoire privée, c'était parce que je savais que ça allait se reproduire à l'avenir parce qu'il est comme ça. C'est certainement triste, mais ça m'a pas étonnée parce que les vidéos que j'ai vues de ces nouveaux faits, c'était exactement ce que moi j'avais connu pendant mes 2 ans avec lui. Les cris, les objets qui volent par la fenêtre, c'est des trucs que j'ai vécus. Enfin, mon propre sac à main passait régulièrement par la fenêtre, donc je n'ai pas été particulièrement étonnée. J'ai totalement reconnu la situation que j'avais vécue moi. Par contre, je me suis quand même dit que c'était bien qu'on ait porté plainte et qu'on soit toutes allées jusqu'au bout. Parce que même si à l'époque, on a gagné notre procès, c'était déjà énorme parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas cette chance-là d'aller jusqu'au bout et de gagner leur procès. Mais l'opinion publique, il y a une grosse partie qui a continué de penser que on avait gagné un peu par chance et qu'on restait quand même des menteuses ou des profiteuses pour détruire sa carrière ou gagner de l'argent. Là, récidive aussi rapide, il n'y a plus vraiment de doute sur la nature des faits et sur la personnalité de Maura. Donc ça m'a quand même, je me suis dit que ça n'avait pas servi à rien. Par contre, ce qui m'a touchée un peu dans les vidéos qui ont été présentées, ceux qui ont porté plainte étaient des voisins qui étaient des hommes et on n'a pas du tout remis en question ces hommes qui ont parlé en disant que ils avaient entendu Moa Lasquale frapper sa compagne et qu'ils avaient porté plainte. Tout le monde a dit « Ah bon, encore, là là ». Mais nous, à l'époque, quand on a parlé, on était des menteuses, quoi. Enfin, on n'a pas du tout été crus immédiatement par l'opinion publique, quoi. Donc, oui, il y a toujours des différences dans le système. C'est différent, la parole d'un homme et d'une femme. Donc, quand il a récidivé, les vidéos qu'on m'a envoyées, c'était forcément des vidéos issues de médias d'extrême droite. Mais vous savez quoi? Frontière s'est procuré en exclusivité une vidéo où la police intervient au domicile de Moa Lasquale et ce dernier refuse de leur ouvrir. Dont Frontières et Valeurs Actuelles. En fait, j'ai réagi moi-même sur TikTok là-dessus parce que forcément, un rappeur d'origine algérienne qui est accusé de violence conjugale, c'est un peu l'outil parfait pour l'extrême droite. Et donc, il y a des gens qui, forcément, allaient les 2 pieds dans le discours raciste, dans les commentaires et dans l'opinion publique. Et puis, il y a des gens qui, de gauche, forcément, ne croyaient pas aux faits. Ils disaient non, mais ils se sont servis de cette histoire, mais c'est sûr, c'est une intox, c'est une instrumentalisation. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment lamentable parce que, au final, ça détourne complètement le sujet, qui est quand même les violences sur les femmes, peut-être à la limite la santé mentale si on va plus loin, mais pas du tout un sujet d'immigration, de racisme ou d'origine ou quoi que ce soit en fait. Donc je me suis sentie un peu dépossédée de ce combat et
J'ai trouvé ça... j'ai ressenti la nécessité d'en parler en fait et de dire que non seulement les faits étaient vrais, mais qu'en plus, moi personnellement, je me désolidarise de ces médias, même si ces faits sont vrais. Enfin, voilà. Les agresseurs et les auteurs de violences sexuelles, sexistes, voilà, c'est tout le monde. On l'a bien vu avec l'affaire Pellico. Il n'y a pas de profil type à l'agresseur sexuel ou à l'agresseur tout court de violences conjugales. On a tout type d'hommes qui font ce type d'actes, qui agressent, et pas seulement un type, une origine ou un profil parfait. Enfin, ça n'existe pas. Concernant le MeToo-Rap, 1 an après notre dernière interview où j'avais dit qu'il n'y avait pas de MeToo-Rap, je trouve que la parole, elle se libère un peu plus. En tout cas, qu'on a quand même plus tendance à écouter les victimes. Mais c'est encore loin d'être ça. Les victimes, elles sont souvent écoutées quand elles sont soutenues par d'autres hommes. Et pas seulement quand c'est un groupe de femmes qui parlent. On écoutera toujours encore, malheureusement, plus la parole d'un homme que d'une femme seule. Et je pense qu'il y a énormément de choses dont on n'est toujours pas au courant et qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas encore parler. Concernant l'affaire avec Patrick Bruel, je trouve que c'est encore laborieux, qu'on ait besoin de 30 femmes pour commencer à prendre au sérieux des déclarations. Il ne devrait pas y avoir un nombre de femmes limite pour dénoncer des violences. Et ok, oui, on sait très bien que Patrick Bruel a une longue carrière, mais encore une fois, à quel moment la carrière d'un homme vaut plus que la parole et le bien-être d'une femme, en fait, enfin, juste sa vie. On en est encore là. Ça m'a pas choquée de voir autant de témoignages parce qu'on sait toujours qu'il y a des choses cachées et que s'il y a 1 ou 2 témoignages, il y en a certainement d'autres cachés qui veulent pas sortir ou qui n'osent pas, qui ont peur, parce que c'est du passé, parce qu'on n'a pas envie de remettre ça dans sa vie, on le tait. Donc ça m'a pas étonnée, mais ça m'a fait un peu de la peine de voir il fallait autant de voix pour qu'elles soient entendues. Concernant la communauté de Mora-la-Squale, honnêtement, je ne suis pas trop en contact avec eux. Je m'épargne vraiment le fait d'aller voir les commentaires sous les vidéos le concernant. Ou voilà, parfois ça m'arrive quand on m'envoie des vidéos et qu'on me dit « Ah, tu as vu, il s'est passé ça ». Mais sinon, de moi-même, en fait, sur mes réseaux, il est bloqué. Donc je ne vais pas forcément voir les commentaires. Par contre, ça arrive encore régulièrement que je reçoive des menaces de mort, de viol par message quand je m'exprime sur un sujet comme celui-ci sur les violences contre les femmes. Et surtout quand je fais référence à ce qui m'est arrivé et à cette affaire. Et je trouve ça assez fou parce que souvent, c'est des personnes qui sont assez jeunes. Je suis mère moi aussi. Et ça m'inquiète quand même de me dire que les enfants et les adolescents, les tout jeunes adultes, ne prennent pas encore conscience du monde dans lequel ils vivent et de toutes les violences qu'il y a en l'encontre des femmes, des enfants, et qui n'y croient pas parce que leur star préférée chante bien. Pour résumer cette histoire, déjà il y a 10 ans entre la moi qui a rencontré Mora-la-Squale et la personne que je suis aujourd'hui. Donc 10 ans c'est énorme, il n'y a plus rien à voir. Je pense qu'à l'époque j'avais très peur de parler, très peur de dire ce qui m'arrivait, très honte aussi de ma situation. Aujourd'hui plus du tout. J'ose vraiment mettre les pieds dans le plat et en parler. Je pense et j'espère que le faire, ça aidera d'autres femmes aussi à se dire que parler de ces violences, porter plainte, c'est légitime, c'est normal et qu'elles trouveront du soutien.